suis né dans un petit pays, non loin de l'équateur. Je suis né dans un petit royaume, sans accès à la mer. Mais malgré qu'il soit petit, les gens y sont nombreux. Chez moi le temps est toujours beau, il n'y a pas d'orage, il n'y a pas de neige, et durant les 4 saisons, tout fleurit, et les ruisseaux sont splendides, sous un soleil ardent. Chères auditrices, chers auditeurs de la radio ITM, chers amis, chers membres de l'Alliance rwandaise pour le changement, nous sommes le 28 janvier 2023. Vous êtes avec Achille Kamana et avec également Anissé Kareye, avec qui nous allons vous présenter une émission qui sera courte, une émission qui va essentiellement parler de la situation géopolitique des Grands Lacs africains, plus précisément une situation de tension caractérisée par un conflit armé, un conflit diplomatique entre le Rwanda, dont nous sommes originaires, et son voisin, la République démocratique du Congo. Avant de donner la parole à Anissé Kareye, je tenais à vous rappeler que nous avons réalisé plusieurs émissions depuis le début de ce conflit, depuis le début des tensions, et que cette année, les choses vont tellement vite, les enjeux sont connus d'office, et de notre part, nous allons essayer de vous partager notre opinion, en tant que Rwandais, faisant partie d'un mouvement politique, Alliance rwandaise pour le changement, qui a été fondé en juillet 2020, dans le but de lutter avec l'ensemble des Rwandais pour instaurer un véritable état de droit au Rwanda. Nous sommes persuadés, nous sommes convaincus que c'est par cette voie que la paix durable sera possible au Rwanda et au Congo, en RDC. Quand je parle du Congo, je ne parle pas du Congo-Brazzaville, je parle du Congo-Kinshasa, qui est en réalité la République démocratique du Congo. Et aussi dans la sous-région des Grands Lacs, que ce soit au Burundi, en Ouganda, parce que le gouvernement du Rwanda a longtemps participé ou a tenté de déstabiliser ces pays, notamment en 2015 en soutenant les Burundais qui voulaient faire un coup d'État, et aussi le gouvernement rwandais a participé à plusieurs enlèvements des Rwandais réfugiés en Ouganda. Plus d'autres bavures connues et documentées par plusieurs instances internationales et plusieurs médias locaux ou les médias de la région des pays de l'Afrique de l'Est. Sans plus tarder, je vais d'abord demander à Anissé de dire bon. Bon, merci beaucoup Achille, je te salue.
J'adresse également mes salutations cordiales à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices. J'espère bien que nous allons effectivement aborder cette question des Grands Lacs, notamment les tensions qui continuent d'évoluer entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, mais également de ce conflit entre le M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. Merci encore une fois. Merci Anissé. Et donc, sans plus tarder, on va aller dans le vif du sujet. On va peut-être commencer par prendre un petit moment pour dire à nos auditrices, auditeurs, où nous en sommes avec les tensions. Il y a eu plusieurs escalades au niveau du conflit, et nous en sommes où en ce moment, cher Anissé? Anissé, je pense que tu es sur mute. Est-ce que tu peux activer ton micro? Oui, excuse-moi. Où est-ce que nous en sommes avec ces tensions? Déjà, il y a deux volets, comme je le disais. Il y a des tensions diplomatiques entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, puisque le Rwanda est accusé par le Congo de soutenir le mouvement M23. Et puis, il y a le terrain maintenant, parce qu'avant, il y avait les initiatives de Luanda et de Nairobi qui avaient demandé qu'il y ait des discussions et qui avaient demandé à M23 de lâcher les localités qu'il occupait et de se retirer vers le volcan Sadigno. Maintenant, on a lu justement ce communiqué-là de M23 qui invoque le problème du génocide qui serait en préparation contre les Tutsis de la République démocratique du Congo, des territoires de l'Est, et que le M23 a décidé de mettre fin à ce génocide. Et que maintenant, ils ont encore une fois repris les armes, et les dernières nouvelles, je crois qu'ils ont conquis la localité de Kichanga, aux dernières nouvelles. Et puis justement, il y a encore une fois cette escalade entre les dirigeants des deux pays. Déjà, peut-être on va évoquer tout à l'heure l'interview qu'a accordé le président rwandais Paul Kagame au journal Jeune Afrique, dans laquelle il revient justement sur ces problèmes et il ne s'excuse pas, il continue d'accuser le président Tshisekedi et ses collaborateurs d'être responsables de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, là où on en est justement, c'est que le M23 a repris les armes, que les combats font rage, et puis justement, on est loin d'une solution diplomatique entre les deux gouvernements. Merci, Achille. D'accord. Merci beaucoup, Anissé. Justement, parlant de cette escalade, tu viens de très bien expliquer sur le plan diplomatique comment ça se passe, comment l'escalade se traduit. Maintenant, sur le plan militaire, est-ce que il y a eu escalade? Est-ce que ces accords ou ces traités de Luanda et de Nairobi qui stipulaient que en premier lieu, il fallait cesser le combat et en deuxième lieu, il fallait que les rebelles se retirent des localités qu'ils avaient conquises. Maintenant, en ce moment, qu'en est-il sur le terrain, d'après les dernières informations que tu as? Justement, c'est ce que je disais, c'est que les dernières informations font état des combats qui ont repris et qui font rage, et que le M23 a repris la localité de Kichanga. Et c'est ça, la localité de Kichanga. Et puis après, on a entendu, encore une fois, on a suivi les informations. Je crois que tu es au courant également que il y a un avion de chasse de la République démocratique du Congo qui a été touché par un missile rwandais et que justement tout cela contribue à ce qu'il n'y ait pas de solution négociée entre les deux pays parce que justement c'est une escalade dont on ne voit pas l'issue jusqu'à présent. Et donc sur le terrain, ce sont des combats qui continuent et
l'OM23 semble avoir repris au-dessus. Je ne sais pas ce qui va se passer après, mais s'ils reprennent le-dessus justement, même si le Rwanda nie son implication, mais c'est que le Rwanda également a sa part de responsabilité parce que le M23 tout seul n'est, à mon sens, pas capable d'avoir cette force de feu dont il fait preuve. D'accord, merci. Maintenant, du côté de la RDC, on a vu plusieurs sorties, notamment celle du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya ou Mouyaye, je m'excuse de ne pas bien maîtriser son nom. Et il y a eu aussi plusieurs interventions du président de la République du Congo, de la RDC, Félix Tshisekedi. Ces interventions se sont principalement adressées et directement au gouvernement du Rwanda et il y a eu une précision sur la nature du conflit et la nature avec qui ils se battent. Je tiens à rappeler que il y a aussi un haut gradé de l'armée congolaise, Ekenge, je me rappelle pas de son grade, je pense qu'il est colonel ou général, j'ai vraiment oublié son grade. Lui aussi a nommé des choses qui étaient quand même inquiétantes, qui nécessitent notre attention. Anissé, si tu le permets, je vais peut-être faire un petit résumé de ce qui a été dit et après on va continuer notre émission. Donc, le président de la RDC a précisément dit que, puis devant la jeunesse et devant ses compatriotes, il leur a dit que le gouvernement de son pays ne soutiendra, ne va jamais soutenir, ne va jamais s'impliquer dans des actes criminels envers sa population. En ce sens, il a demandé aux autorités de faire attention et de surveiller la situation de près parce que l'une des stratégies du gouvernement de Rwanda, dirigée par le FPR, du président Paul Kagame, l'une de leurs stratégies, c'est de diviser, de créer le chaos et puis de créer des problèmes pour après se positionner comme étant les acteurs ou les personnes qui peuvent mettre fin à ce conflit qu'ils ont créé eux-mêmes. Notamment les crimes qui sont en train d'être faits contre les Tutsis et contre les rwandophones en RDC. Il y a eu plus spécifiquement des crimes qui ont eu lieu à Kicheche où des civils ont été assassinés. Et ces assassinats ont été attribués au M23. Quand on parle du M23, on ne parle pas d'un groupe qui est soutenu par le Rwanda. On parle vraiment d'un groupe du Rwanda, du gouvernement du Rwanda. Et donc, il y a aucun doute, il y a plus de débat sur le M23 est soutenu par le Rwanda ou pas. Quand on parle du M23, on parle du FPR, on parle du président Kagame. Donc, le président Tshisekedi a clairement dit que, et a vraiment expliqué à sa population que leur ennemi, leur problème, ce n'est pas la population rwandaise. Leur problème, c'est le président Kagame et ses acolytes, c'est-à-dire ceux qui le soutiennent dans ses activités indignes. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, lui a interpellé le gouvernement du Rwanda, notamment le président Paul Kagame, qui à un moment donné expliqué la crise au Congo comme étant attribuable aux prochaines élections présidentielles qui auront lieu en RDC. Donc, puis même dans le journal Jeune Afrique de février 2023, il le dit clairement que, selon lui, ce conflit sert d'outil de popularité ou de populisme pour les candidats à la présidentielle, notamment, il n'y a aucun doute qu'il s'adresse au président Félix Tshisekedi. Donc, Patrick Mouyaya a clairement interpellé le président Paul Kagame, lui rappelant qu'il ne peut pas se positionner comme étant une personne qui peut donner des leçons de politique parce que ça fait plus de 20 ans qu'il est au pouvoir au Rwanda. Il y a des élections au Rwanda, mais des élections qui ne sont pas libres, où le président élimine tous ses adversaires, les emprisonne et gagne les élections à des scores de 98%. Il a nommé aussi le fait que il y avait eu un entretien entre le président Félix Tshisekedi et la jeunesse congolaise,
où dans cet entretien, on entendait le mécontentement. On pouvait sentir le mécontentement des jeunes congolais par rapport à la situation actuelle. Et le président Félix Tshisekedi a eu un comportement d'un vrai démocrate parce que il n'a pas usé de l'intimidation ou des forces de sécurité pour demander à ces jeunes de se taire. Au contraire, il a été comme un professeur qui parlait à des élèves et il a su maîtriser la situation, il a su toucher les enjeux et leur partager des prochains programmes politiques du pays qui vont leur être utiles ou bien qui seront dans leur intérêt. De l'autre côté, Patrick Mouyayev fait référence aux sorties du président Paul Kagame, qui lui, quand il parle à sa population, il parle dans une logique d'intimidation. Je peux vous rappeler qu'il y a quelques années, il avait réuni tous les fonctionnaires du gouvernement, notamment les ministres, les sous-ministres, les directeurs de cabinet, et il leur posait des questions par rapport à ce qui ne va pas bien dans le pays. Mais dans sa façon de faire, il avait appelé la télévision nationale du Rwanda, il a appelé plusieurs médias pour qu'on le filme et puis qu'on voit à quel point c'est un homme fort, un mégalomane. Et à un moment donné, il a dit si vous ne me répondez pas, personne ne sortira de cette salle. Donc on est en 2000, on est dans les années 2000. Voir un président avoir cette attitude dans ces années, dans cette époque, est très surprenant et même honteux pour nous les Rwandais. Il fait aussi allusion au fait que les Rwandais n'ont pas la liberté de s'exprimer face à la terreur, face à l'oppression, face à une dictature sanguinaire. Les Rwandais ne font qu'applaudir le président Paul Kagame parce que c'est leur bourreau. Donc, sans plus tarder, il y a eu escalade de ce côté et je peux dire que le corps étatique de la RDC a su mettre les vrais mots sur la situation du Rwanda. Et c'est là que le président Félix Tshisekedi a dit qu'au contraire, les Rwandais ont besoin de notre aide pour se débarrasser de leur problème qui s'appelle la dictature du FPR dirigée par le président Paul Kagame. Récemment, au sommet de Davos, il y a une Rwandaise qui a eu honte et qui a eu peut-être peur, mais je pense que c'était la honte de se présenter en nommant qui elle était. C'est Claire Akamanzi, qui est la directrice du Rwanda Development Board, donc l'instance rwandaise qui est chargée de tout ce qui est investissement et puis développement du pays. Et il a posé des questions au président Félix Tshisekedi. Je pense que cet entretien est partout sur les réseaux sociaux, mais dans sa question, elle responsabilisait le gouvernement du Congo, notamment le président, par rapport à la situation, lui demandant de prendre ses responsabilités. Et dans sa réponse, vous irez la chercher sur YouTube, elle est vraiment là. Dans sa réponse, le président Tshisekedi a dit, il a expliqué tout ce que son gouvernement a fait pour tendre la main au gouvernement du Rwanda, notamment des partenariats par rapport au traitement de certains minéraux et la question de sécurité ou notamment le FDLR, qui est souvent cité par le gouvernement du Rwanda comme étant un partenaire des FARDC, des Forces armées de la République démocratique du Congo. Les FDLR étant un groupe que le Rwanda qualifie de groupe terroriste et de groupe de génocidaires parce que ce sont des anciens génocidaires qui ont commis le génocide contre les Tutsis au Rwanda, ou que ce sont leurs enfants qui ont puis le terme que je vais utiliser va vous paraître surprenant, mais c'est le terme qui est utilisé en Kinyarwanda. Leurs enfants qui auraient tété dans le sein de leur mère l'idéologie génocidaire. Donc la haine et la division va jusqu'à ce point, elle va jusqu'à un point qui est génétique. Et donc en ce sens, on a une escalade sur le plan diplomatique, on a une escalade sur le plan militaire. Et nous, en tant que Rwandais, parce que c'est la prochaine question, cher Anissé. Achille, peut-être pour te compléter, je merci encore pour ce rappel d'informations et pour tes analyses que je partage largement. Mais je voudrais justement te compléter sur ce sujet-là en soulignant l'arrogance de Paul Kagame et de ses collaborateurs quand il parle des dirigeants de la République démocratique du Congo, qu'ils accusent d'incompétence pratiquement, parce qu'ils disent qu'ils les accusent de mauvaise gestion des ressources
de mauvaise gouvernance, et donc qu'ils ne savaient pas gérer et faire vivre ensemble les populations de la République démocratique du Congo, d'où d'ailleurs, selon eux, le problème des tensions qui sévissent maintenant à l'est du pays. Pour ce qui est justement de ces allégations de soutien au M23, Paul Kagame, l'ONU s'en y est pratiquement, selon l'interview dont tu parlais, toi aussi, à laquelle tu faisais allusion, interview que le Paul Kagame a accordée au journaliste de Jeune Afrique Intelligent, François Soudan. Le journaliste lui a posé cette question: s'il dément toute intervention de son armée aux côtés du M23. Et vous savez ce qu'il a répondu, Paul Kagame, de façon justement arrogante, autant. Il a dit: l'accusation selon laquelle j'interviendrai au Congo m'importe peu. Ce n'est ni la première ni la dernière. L'important est de savoir pourquoi j'interviendrai. Si vous ne vous posez pas cette question, vous passez à côté de l'essentiel. Or, la réponse est simple. La menace que fait peser sur notre sécurité l'activité d'un groupe imprégné de l'idéologie génocidaire comme le FDLR est clairement susceptible de nous amener à intervenir en territoire congolais sans excuse ni préavis. Quand vous êtes agressé, vous n'attendez pas les instructions de votre agresseur ou de son protecteur pour savoir comment réagir. Fin de citation. Ce sont là les propos de Paul Kagame qui reconnaît ouvertement qu'il est sur le sol congolais et qu'il continuera d'y être. Parce que pour lui, c'est de sa sécurité, la sécurité de son pays. Encore une fois, il agite ce problème de génocide qui serait en gestation en République démocratique du Congo. Et quand on lui demande, pour ce qui est du M23, il dit: il peut en effet m'arriver de parler à ces dirigeants, aux dirigeants du M23. Après tout, ils sont à nos frontières. Et les processus de Luanda et de Nairobi, qui recommandent de dialoguer avec tous les groupes armés, y compris celui-là, sont clairs. J'ai donc fait passer des messages d'apaisement au M23 en demandant à ses chefs de cesser le combat et de se retirer des localités qu'ils occupaient, ce qu'ils ont accepté. Le problème, c'est que l'armée congolaise en a profité pour les attaquer avant d'être une nouvelle fois défaite. Donc, vous comprenez bien que Paul Kagame se fait manifestement le porte-parole du mouvement M23. Achille, c'était pour te compléter, mais ce que tu disais était assez clair. Oui, d'accord. Merci beaucoup, Anissis, pour ces éléments de précision. Et puis, c'était pertinent aussi. Je voudrais peut-être rajouter quelque chose qui est très important. Quand on parle du FDLR, cela vient de loin. Quand on parle du FDLR, ça vient de l'issue de la guerre et du génocide contre les Tutsis qui ont eu lieu en 1994. Cependant, dès l'arrivée au pouvoir du président Félix Tshisekedi, il y a eu des accords, il y a eu des pourparlers entre son gouvernement et le gouvernement du Rwanda sur cette question de sécurité. Qu'est-ce qu'on fait des groupes armés qui sont en République démocratique du Congo? Pourquoi il y a eu tant et beaucoup de groupes armés dans ce pays pendant longtemps? Vous irez écouter les documentaires réalisés par le journaliste Alain Foka. Ces documentaires sont disponibles sur YouTube. Mais ce qu'on peut comprendre par rapport au Rwanda et la RDC, c'est que en 2019, il y a eu une vaste campagne de l'armée congolaise qui a pratiquement décimé la majorité des forces armées ou des groupes armés qui étaient en République démocratique du Congo et qui avaient vocation de lutter par les armes contre le gouvernement du Rwanda, parce que, comme on ne cesse de le dire, nous faisons face
à une dictature plus que stalinienne, à une dictature plus que hitlérienne, à une dictature sanguinaire. Il n'y a aucun respect des droits de l'homme au Rwanda, il n'y a aucune liberté de pensée ni d'expression. C'est un pays qui est une prison à ciel ouvert en réalité. Et donc, parmi les Rwandais qui ont osé s'opposer à ces bavures et à ces comportements indignes du respect de la dignité humaine, il y a ceux qui ont décidé de prendre les armes. Et donc, en 2019, ils ont été attaqués dans leur position et effectivement, ils ont été décimés. Puis ceux qui ont suivi l'actualité, les autorités rwandaises, notamment le vice-ministre des Affaires étrangères, s'amusaient à exposer les corps de ceux qui étaient tués sur les réseaux sociaux, notamment sur le réseau social Twitter. Et donc, à un moment donné, l'ambassadeur du Rwanda au Congo, en RDC, Vincent Karega, avait clairement dit, j'espère qu'on pourra trouver les audios, bien son discours pour vous le faire écouter, mais il avait clairement dit que les FDLR avaient été décimés, complètement décimés. Je rappelle aussi que le chef d'état-major du Rwanda, le général James Kabarebe, avait clairement dit que si le FDLR mettait le pied sur le sol rwandais, il ne pourrait même pas durer, je me rappelle pas un essai, mais il parlait d'une durée de 1 minute, ou bien de 1 heure, ou bien d'une journée, mais... Il parlait de 2 heures. De 2 heures. Et donc, ce groupe, depuis 2019, n'est plus une menace pour le gouvernement du Rwanda. Rappelons aussi que dans les années 2012-2013, si je ne me trompe pas, l'ancien président de la Tanzanie, Kikwete, avait donné son avis par rapport à la question d'insécurité en RDC, à cette problématique. Il avait proposé que tous les groupes armés déposent les armes et qu'ils discutent avec les gouvernements dont ils sont issus. Donc, les pays, c'est-à-dire que les groupes armés rwandais devraient discuter avec le gouvernement du Rwanda pour trouver une solution pacifique. Et depuis 2010 ou même avant, l'ensemble des opposants rwandais ne cesse de demander au gouvernement du Rwanda de s'asseoir sur une table de négociation, de discuter clairement, avec transparence, avec vérité, sur les différents problèmes sociopolitiques que les Rwandais rencontrent en ce moment. Le gouvernement du Rwanda a fait la sourde oreille. Et donc, au-delà de ça, on a un gouvernement qui continue à instrumentaliser cette présence des FDLR et qui n'a pas peur de commettre des crimes, de commettre l'irréparable envers les Tutsis, envers les rwandophones au Congo, pour justifier sa position ou bien pour justifier son discours. Et donc, on en est là. On en est là et l'issue de cette situation, c'est celle que nous tous nous posons parce que la communauté internationale s'est positionnée, même si militairement elle ne s'est pas positionnée, mais du moins sur le plan diplomatique, je pense que tous les pays qui sont impliqués ou bien qui sont partenaires du Rwanda ou partenaires de la RDC se sont prononcés. Maintenant, à Nice, nous faisons partie d'un mouvement politique. Nous l'appelons mouvement politique parce que nous sommes obligés face à la dictature de FPR. Nous n'avons pas d'autre choix que d'œuvrer à l'extérieur du Rwanda parce qu'à l'intérieur, c'est la prison, c'est la mort et puis c'est des tortures ou aussi quand ceux qui ont la chance parviennent à fuir le Rwanda. Et donc, c'est pour ça qu'on s'appelle un mouvement. Mais nous avons vocation aussi à corriger la situation, à instaurer un véritable état de droit au Rwanda. Nous et ceux qui le souhaitent, nous nous inscrivons dans cette optique. Maintenant, à Nice, puis peut-être, je pense qu'on va aller vers la fin de notre émission. Quelle est la position de l'Alliance rwandaise pour le changement face à cette situation? Qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos chers frères et sœurs congolaises? Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux Rwandais et qu'est-ce qu'on pourrait demander au gouvernement du Rwanda, même si je suis persuadé que peu importe nos demandes, ils feront la sourde oreille et qu'ils agissent comme c'est un État qui est suicidaire en ce moment sur le plan militaire et diplomatique. C'est ce que moi je constate. Donc je voudrais te repasser la parole pour que tu puisses nous partager de la position de l'Alliance rwandaise pour le changement et du message qu'on pourrait donner à la population.
Merci encore une fois, Achille. Je disais tout à l'heure que j'évoquais les propos de Paul Kagame qui disait que suite justement à ses préoccupations de sécurité, il peut intervenir au Congo sans excuse ni préavis. C'est ce qu'il a dit. Donc ça veut dire qu'il est prêt. Et d'après nos informations, effectivement, les forces armées rwandaises sont en stand-by one, comme ils disent en anglais. Mais plus loin dans cette interview, il dit encore, parlant des FDLR, il dit les FDLR sont intégrés au sein même des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, ça veut dire, si les FDLR, comme il dit, sont intégrés au sein des FARDC, et qu'il est prêt à intervenir sans demander, sans excuse ni préavis, donc ça veut dire pratiquement qu'il va combattre les forces armées de la République démocratique du Congo. Ça veut dire qu'il est prêt à engager la guerre contre le Congo, non pas contre les FDLR, puisqu'il dit lui-même que les FDLR sont intégrés au sein de ces forces armées-là. Donc ça veut dire en fait que son intention pratiquement, c'est de déclarer la guerre à la République démocratique du Congo. Et là, justement, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que lui, il est à Kigali. Si les choses tournent mal, il pourra s'enfuir très facilement. Il prend son avion, il va où il veut, où on accepterait de l'accueillir. Mais c'est la population, justement, qui va en pâtir. La population civile surtout. Mais lui et les autres oligarques rwandais qui vivent justement sur le dos de la population rwandaise qui sévit dans une misère incommensurable, c'est cette population-là qui va en souffrir, qui va souffrir de cette guerre. Les populations civiles et surtout des régions frontalières avec la République démocratique du Congo, ce sont ces gens-là qui vont en souffrir. Une autre catégorie de la population, peut-être même s'ils sont des militaires, mais les hommes de troupes qui sont envoyés comme ça, justement, comme des chairs à canon, comme des bêtes qu'on envoie à l'abattoir, qui vont mourir, alors qu'ils ne savent même pas pourquoi ils se battent. C'est pour cela, justement, que nous disons, tu me demandais ce que nous pensons de cette situation-là. D'abord, c'est une situation que nous déplorons. Nous la déplorons parce que ça plonge les deux pays dans une situation qui n'arrange personne. Mais le responsable, le volet responsable, c'est le président rwandais lui-même, comme nous venons de le dire et de le souligner. Et donc, il faudrait que les populations des deux pays, d'abord, je vais parler aux Congolais, il paraît qu'il y en a encore qui en veulent aux populations tutsis, je voudrais leur dire un petit mot. S'il vous plaît, les Rwandais ne sont en rien responsables de ce qui se passe. Qu'ils soient Hutus ou Tutsis, qu'ils soient du nord ou du sud, ils sont victimes comme vous-même. Le responsable est à Kigali, ou les responsables, il n'est pas le seul, même si c'est lui le premier de l'accorder, comme on dit. Donc c'est lui qui est responsable et c'est à lui qu'il faudra demander des comptes en un certain moment, pas aux Rwandais, qu'ils soient militaires, qu'ils soient civils. Même si les militaires, peut-être, vous pouvez en découdre sur le champ de bataille, mais on ne demandez pas de comptes à un petit soldat, il n'y est pour rien. Justement, c'était aux Congolais. Aux Rwandais, qui applaudit aveuglément au gouvernement rwandais, je voudrais qu'ils réfléchissent. J'ai vu récemment des membres de l'Assemblée nationale rwandaise qui se réjouissent de l'acte de tirer sur l'avion de chasse de la République démocratique du Congo. J'en ai vu un qui disait d'ailleurs que ce n'était pas suffisant, qu'il aurait fallu le descendre carrément. Et donc tout le monde applaudissait. Et j'ai trouvé ça vraiment déplorable. Vous vous engagez dans une voie sans issue. Il faudrait chercher des solutions pacifiques. D'abord en appelant le président
à cesser ces actions bellicistes, qui n'amèneront le Rwanda à rien. Et puis justement, il faudrait que les deux pays puissent se discuter paisiblement. J'appelle le président Kagame, parce que je suis rwandais, à prendre les devants pour d'abord arrêter son agression, et puis après on verra comment s'arranger entre les deux pays. Mais la guerre n'arrangera personne. Il faudrait prier pour que cela n'arrive pas. Mais d'abord, arrêtons de nous lancer des pierres inutilement, parce que c'est d'abord le responsable, c'est le président rwandais. Il ne faut pas en vouloir aux populations civiles qui ne sont pour rien. Mais je demande justement à nos compatriotes rwandais d'arrêter de soutenir aveuglément un gouvernement qui les amène au malheur sans issue. Voilà, donc ce que j'en pense, ce que nous en pensons, Achille, je sais que nous en parlons souvent, c'est que justement c'est une situation déplorable qu'il faudrait arrêter avec tous les moyens possibles. Mais j'appelle également la communauté internationale. J'ai vu le président Kagame s'en prendre. Il cite les responsables, les dirigeants congolais et les puissances extérieures. Lui, il oublie de dire qu'il est le premier de cela. Et donc, les puissances extérieures devraient effectivement œuvrer à l'avènement de la paix, à la résolution de la crise de façon pacifique et diplomatique. Voilà. C'est ce que je pense et j'espère que d'ici peut-être quelques semaines, on attendra une bonne nouvelle, que tout est rentré dans l'ordre. Merci beaucoup, cher Anissé. Nous prenons des solutions pacifistes et nous allons maintenir cette position, mais nous n'allons pas cacher à la population rwandaise et à la population congolaise et à l'opinion internationale que nous sommes pessimistes quand nous voyons l'escalade dans ce conflit, et une escalade qui est causée par qui est causée par le président Paul Kagame, pour dire les vraies choses. Dans cette situation, il y a l'agresseur et il y a l'agressé. L'agresseur est malheureusement le Rwanda, qui est notre pays. Et mais quand je parle du Rwanda, je parle vraiment du président Paul Kagame et son parti au pouvoir, le FPR. Et il y a l'agressé qui est la RDC et sa population, qui depuis 1996 fait face à plusieurs conflits armés qui ont décimé des millions de personnes innocentes. Vous écouterez le documentaire L'Empire du silence, qui est disponible sur YouTube, qui parle aussi des massacres de masse qui ont été commis au Congo, donc en RDC, et tout cela, pour terminer cette émission, tout cela à cause des richesses minières de ce pays. Kagame a bâti sa politique économique et il a bâti son personnage ou son empire en fonction du pillage des ressources naturelles, en fonction de l'oppression incessante, sanguinaire face à sa propre population et en paralysant toutes les instances étatiques du pays. Toutes ces instances sont des outils qui ne répondent qu'aux besoins du président Paul Kagame et de ses acolytes. C'est ça la vraie réalité. Alors, quelqu'un qui a bâti ses richesses ou sa force sur le pillage des ressources naturelles de son pays voisin, voyant que les taux se resserrent et que le gouvernement du Congo est plus que jamais déterminé à défendre la souveraineté de son pays, à défendre son sol, il est logique que le président Paul Kagame soit dans le mode panique. Est-ce le début de la fin de son régime ou de l'attitude de son régime? Le temps nous le dira. De notre côté, nous nous inscrivons toujours dans
cette volonté d'instaurer un véritable état de droit au Rwanda, c'est l'ultime solution pour que nos populations aient la paix, vivent dans la paix, et pour que nos populations vivent dans un climat qui encourage et qui favorise une croissance économique répondant aux besoins de nos peuples. Et nous avons les ressources suffisantes pour y répondre avec dignité. Et dans ce sens, nous n'avons pas honte de nous dissocier du gouvernement du Rwanda. En temps normal, on verrait des citoyens unis avec leur gouvernement dans cette période de crise, dans cette période de conflit, un conflit armé. Mais le fait est que une grande majorité des Rwandais ne comprennent pas et ne soutiennent pas l'attitude et les activités sanguinaires du FPR dirigé par le président Paul Kagame. Nous nous dissocions de ces activités et nous tendons notre main à quiconque, à toute personne qui pourra apporter son soutien ou qui pourra apporter sa force afin de mettre fin à ce chaos, afin de mettre fin à cette dictature qui dure depuis longtemps. Une dictature, comme je vous le dis, souvent quand on parle du mot dictature, les gens se limitent au mot dictature, mais c'est une dictature sans précédent. On a des jeunes enfants âgés de moins de 18 ans qui sont enlevés de leur famille. Les autorités vont les chercher la nuit, 3 heures du matin. On les enlève et on ne dit rien aux parents. Aucun compte n'est rendu aux parents. On a déjà eu des témoignages. Malheureusement, en Kinyarwanda, vous ne pourrez pas les écouter en français, mais on va les traduire. On a déjà eu des témoignages de jeunes Rwandais qui ont été sollicités pour faire partie du M23. Des jeunes Rwandais qui nous disent, nos amis, nos collègues ont disparu. Des jeunes Rwandais qui nous disent, ceux qui ont disparu reviennent dans des cercueils. Tout ça se fait dans l'intérêt d'un seul homme et ses acolytes. Je parle du président Paul Kagame. Nous demandons de résoudre ce problème ou ce conflit de façon pacifiste, avec pessimisme, on va pas le cacher, mais on ne va pas aussi se cacher que si le gouvernement du Rwanda continue à faire la sourde oreille, comme cela a déjà été le cas dans le passé, je me référais à l'Allemagne nazie de Hitler, qui a, à un moment donné, par orgueil, a attaqué la Russie, l'URSS, et qui est allé jusqu'aux portes de la capitale, Moscou, mais cet acte avait scellé la fin du régime nazi en Europe. Donc l'histoire se répète peut-être, mais il est encore temps d'éviter cette trajectoire, parce que si ça ne change pas, inévitablement ce sera cette trajectoire. Et nous, en tant que Rwandais, nous sommes fatigués de continuer à subir ces oppressions, de vivre de l'insécurité, que ce soit dans le pays, à l'intérieur du pays, et que ce soit dans les pays voisins du Rwanda, que ce soit dans les pays qui sont même lointains du Rwanda, même les pays développés où le niveau de sécurité est quand même élevé. Et donc, en tant que membre de l'Alliance rwandaise pour le changement, pour rappel, mon collègue Anissé Kaleye est chargé des réformes. Anissé, peux-tu me rappeler? Gouvernance et réformes institutionnelles, si je me trompe pas. Oui, Quant à moi, ça aussi. D'accord. Gouvernance et réformes institutionnelles. Exactement, merci. Quant à moi, je suis chargé de la communication, des relations publiques, c'est-à-dire tout ce qui est diplomatie avec les partenaires et les amis du Rwanda. Et je suis aussi le porte-parole de l'Alliance rwandaise pour le changement.
Donc, notre message est vraiment de maintenir, d'oser espérer qu'on peut trouver une solution pacifiste face à cette situation qui ne répond point aux besoins de la population rwandaise, ni de la population congolaise, ni des populations des pays de l'Afrique des Grands Lacs. Et notre position va toujours se maintenir dans cette optique de la paix. Maintenant, advenant le cas que le gouvernement du Rwanda continue à faire la sourde oreille, nous n'aurons pas d'autre choix d'utiliser toutes les solutions possibles parce que nous devrons y mettre fin. On ne peut pas assister sans rien faire à une oppression sanguinaire envers nos peuples et envers les peuples de la sous-région. Voilà, je ne sais pas si Anissé, tu avais quelque chose à rajouter, mais de ma part, je pense que nous avons donné le message qu'on voulait donner aujourd'hui. Donc, je crois que tu as été assez complet. Et donc, tout simplement, je dis qu'il est temps que le gouvernement du Rwanda, en premier lieu Paul Kagame, comprenne que agresser les populations voisines n'amènera à rien. Et que justement, les profits qu'ils peuvent en tirer maintenant sont de courte durée. Et donc, tu l'as largement dit, je pense que chacun devrait prendre ses responsabilités et arrêter cette folie. Voilà, Achille, je crois qu'on est à la fin de l'émission. Je te remercie de m'avoir encore une fois convié et je remercie également tous ceux qui nous suivent et à la prochaine occasion. Merci, cher Anissé, pour ta participation inconditionnelle et effectivement à la prochaine émission. Merci de nous suivre en grand nombre. N'hésitez pas de nous écrire sur notre email que vous verrez sur la bannière de l'émission ou aussi par téléphone. Notre numéro sera affiché sur la bannière et il nous fera plaisir de répondre à vos questions ou d'aborder des sujets qui vous intéressent par rapport à cette situation, bien par rapport à la situation du Rwanda. Et je vous dis à la prochaine. Merci. Quand j'étais petite, je gardais les troupeaux. Et comme j'étais unique à la maison, je m'isolais souvent au pâturage. J'écoutais les chansons des oiseaux. Et le vent soufflait. Et la nature me souriait partout. Contempler l'univers, jonché de mystère, et que je vois les merveilles de l'époque où je vis. Je remercie le bon Dieu qui m'a donné la vie, l'ouïe, le goût pour tous ces vies. Je pouvais voyager dans le monde entier, j'aurais de quoi critiquer, de quoi apprécier, et mes connaissances seraient élargies, telle ma soif n'est jamais suivie.